Bonjour, OpenAI vient tout juste de faire ce que tout le monde attend depuis des années, celui de régler le problème des hallucinations des IA. Vous savez, ce sont ces moments où un modèle d'IA vous sort une réponse avec une assurance incroyable, mais qui est en fait complètement fausse. Un peu comme si un ami à vous, en soirée, vous racontait l'histoire d'un empire disparu, avec beaucoup d'assurance, sauf que tout est inventé. Eh bien, regardez ce nouveau blog post récemment publié par OpenAI, c'est un article scientifique. Et selon celui-ci, ils ont trouvé la cause profonde de ces délires artificiels en quelque sorte, et surtout comment faire pour les éliminer, donc comment faire pour arrêter les hallucinations des IA. On ne va pas rentrer dans le jargon technique aujourd'hui, on va rester très simple pour que tout le monde comprenne, mais quand vous allez entendre la raison des hallucinations IA, honnêtement, ça va vous paraître tellement logique que vous allez vous demander pourquoi est-ce que personne ne l'avait vu avant. Bref, ce papier sorti il y a quelques jours s'intitule « Pourquoi les modèles de langage hallucinent-ils ?» Et ici, il pose clairement les bases d'une nouvelle ère où l'IA pourrait devenir beaucoup plus digne de confiance. Je vais vous expliquer pas à pas ce qui change et croyez-moi, vous allez voir le monde des IA sous un autre angle. Alors voici l'article scientifique. Vous trouverez tout le lien bien sûr en description de la vidéo comme d'habitude. Donc on y va, d'après l'article en introduction, ils nous disent la chose suivante: les modèles de langage sont connus pour produire des faussetés plausibles mais présentées avec une confiance excessive, ce qui diminue leur utilité. Ok, donc c'est exactement ça le problème de départ. Un modèle d'IA qui se trompe, mais qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant je suis 100% certain de ce que je dis », alors que c'est pas vrai. Ça devient difficile de lui faire confiance suite à ça. Regardez, pour introduire le sujet, les chercheurs nous donnent un exemple ici. Ils donnent le prompt suivant à l'IA: quelle est la date d'anniversaire de Adam Thoman, qui est donc certainement une certaine personne, mais qui n'est pas très connue. Autrement dit, l'IA ne l'a pas forcément dans sa base de données. Et ensuite, il rajoute if you know, donc sous-entendu réponds uniquement si tu sais, et répond avec le format de jour et mois. Alors voici le résultat, un modèle qui est censé être parmi les plus avancés aujourd'hui, sur 3 essais différents, retourne les choses suivantes, donc 3 dates différentes, le 3 juillet, le 15 juin et le 1er janvier. Bref, ici, il a sur les 3 essais inventé avec un certain aplomb, on peut dire, et c'est encore plus vicieux que de dire je ne sais pas, hein, parce que ces réponses-là ont l'air crédibles quand on ne sait pas forcément. C'est exactement ça que l'on appelle une hallucination. C'est en gros une fausse vérité qui est emballée avec un maximum de certitude pour vous faire croire que c'est vrai. Alors oui, c'est justement cette confiance affichée là qui fait que, eh bien, malgré leur prouesse, les modèles restent fragiles quand il s'agit de leur faire confiance dans certaines situations très critiques, voyez-vous. Alors du coup, dans la création d'un nouveau LLM, d'une nouvelle IA, la grande question c'est à quel moment exact apparaissent les hallucinations ? C'est la réponse à laquelle ils répondent dans le papier. Bien sûr, instinctivement, on aurait envie de dire que c'est parce que les données utilisées pour l'entraîner ne sont pas parfaites. C'est les prémices par lesquelles ils commencent. Ils disent que les données qu'ils ont utilisées pour entraîner les modèles contiennent des erreurs et des demi-vérités. Donc là, pour bien comprendre la chose, je vais vous donner une image. Imaginez que vous avez une bibliothèque remplie de livres où certains de ces livres-là ont des pages manquantes, d'autres ont des chapitres qui sont complètement inventés, etc. Et qu'on donne tout ça au modèle d'IA. Eh bien forcément, il finit par absorber ces imperfections. Alors ça, bien sûr, ça y joue, mais c'est là où les idées reçues tombent un petit peu, et c'est là où ça devient fascinant, c'est qu'ils disent la chose suivante, c'est que, en fait, même avec une base de données d'entraînement sans erreur, donc un jeu de données, un corpus parfait, hein, sans erreur, et bien même si on entraînait un modèle comme ça, les hallucinations continueraient d'apparaître. Donc ok, là c'est bizarre, en clair, le problème est plus profond que ça. C'est pas juste une question de données d'entraînement qui ont été mal configurées ou qui contiennent des idées fausses ou des demi-vérités. Non, ce qu'ils ont découvert, c'est que le vrai problème des hallucinations se trouve dans la manière dont on entraîne le modèle à distinguer le bon du mauvais. Oui, vous savez que j'aime bien les images. Ici, ce ne sont pas seulement les briques de la maison qui posent problème, c'est vraiment le plan de construction, donc l'entraînement. Et c'est là que naissent les hallucinations. Bon, si c'est pas très clair encore pour vous, ne vous inquiétez pas, je vais être encore plus clair là dans les minutes qui arrivent. Mais en gros, sachez que ce passage-là, il met en lumière une vérité que l'on oublie souvent. Générer une bonne réponse, eh bien, c'est infiniment plus difficile que de simplement vérifier si une réponse est correcte ou pas. C'est exactement ce qu'ils nous disent ici. Pour bien comprendre, en fait, juger, c'est assez simple, mais
créer, c'est complexe. Et c'est là la différence entre les deux choses. Imaginez la chose, moi j'arrive, je vous tends une copie et je vous pose la question, est-ce que cette question est correcte ou pas? Eh bien dans la majorité des cas, vous pouvez trancher assez vite. Mais si je vous demande de rédiger vous-même la réponse de pourquoi est-ce que cela est vrai, eh bien la difficulté explose, voyez-vous. Parce qu'ici, en fait, il ne suffit pas de trouver la bonne réponse. Il faut aussi éviter toutes les mauvaises. Et ces mauvaises réponses sont littéralement infinies en quelque sorte. Si vous regardez cette vidéo, je suis sûr que vous utilisez pas mal l'IA, alors réfléchissez à vos propres expériences avec les LLM. Normalement, ça résonne immédiatement. Bien sûr, ça se règle de plus en plus, mais combien de fois avez-vous posé une question à un modèle d'IA et que le modèle vous sort une énormité et que vous répondez « non, ce n'est pas ça, reformule ». Et là, à ce moment-là, comme un élève qui aurait tout faux, eh bien le modèle va se corriger et va retrouver le fil de la conversation et ne plus se tromper après. Il va en quelque sorte s'aligner. Eh bien, c'est ce qu'il se passe ici. C'est d'ailleurs pour cette raison que les approches multi-agents donnent de meilleurs résultats. Vous savez, ce sont ces systèmes où on va prendre 2 ou 3 IA et qu'on va donner à chacun un rôle. Donc la première va faire une réponse, une deuxième IA va relire et critiquer la réponse d'un autre, et un autre va encore corriger, ils vont s'améliorer, etc. Eh bien, en faisant ça, mécaniquement, les erreurs chutent. C'est une technique qui se fait beaucoup aujourd'hui pour réduire les hallucinations. D'ailleurs, ça me fait penser également que depuis l'apparition de la technique des modèles pensants, vous savez, hein, c'est quand vous activez le mode de réflexion d'un modèle qui va faire qu'il va réfléchir avant de répondre à votre question. Eh bien, c'est exactement ce que fait le modèle d'IA à ce moment-là. Il va réfléchir à sa réponse, la corriger, réfléchir, etc. pour réduire les hallucinations. Mais ça, ce qu'on fait aujourd'hui pour réduire les hallucinations, vous l'aurez compris, c'est un palliatif. Ce n'est pas vraiment que l'IA fait moins d'hallucinations, c'est qu'on la force à réfléchir plus pour éviter qu'elle hallucine trop. Donc oui, c'est là où nous en sommes aujourd'hui et vous allez voir, c'est ce que ce papier résout. Donc ok, là on est encore dans l'intro. Maintenant, on a compris d'où vient le problème des hallucinations. Elle vient de la génération elle-même et non pas uniquement des données d'entraînement, hein, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Et c'est ça la clé pour surmonter le problème. Ok, alors comment régler ce problème? Eh bien, prenons ça simplement pour que tout le monde comprenne. Comme d'habitude, une métaphore ou plutôt une image. Alors, un modèle de langage IA, c'est un peu comme un étudiant qui révise pour un examen, avec des millions de fiches de cours. Imaginez-vous que vous révisez pour un examen, mais que en fait, vous avez des millions et des millions de livres à étudier. Eh bien, on va imaginer que l'une de ces informations-là, eh bien, c'est la date d'anniversaire de quelqu'un. Et celle-ci ne va apparaître qu'une seule fois dans toutes vos fiches de révision, d'accord? Donc, c'est un peu comme si votre donnée était notée en tout petit dans un coin du cahier. Elle apparaît qu'une fois parmi les millions de données que vous avez à étudier. Ok, donc vous révisez ça, et le jour de l'examen, eh bien, quand on lui pose la question sur quelle est la date d'anniversaire de cette personne, donc souvenez-vous, l'info qui est sortie uniquement une fois dans toutes les données, eh bien, forcément, vous n'allez pas forcément vous rappeler de ce détail précis. C'est là où vous allez essayer de deviner un petit peu. Et voilà pourquoi l'article dit la chose suivante, ici, regardez, si 20% des faits liés aux anniversaires apparaissent exactement une fois dans les données d'entraînement, dans ce que je viens de vous dire, une petite info qui apparaît une fois parmi les millions de données que vous avez, alors on peut prédire que le modèle de base hallucinera au moins 20% des fois liées à cette information. Donc oui, c'est une proportion mathématique toute simple, hein. Moins l'information est répétée dans l'entraînement, dans la base de données d'entraînement, et plus le modèle a de chances de l'oublier et de se mettre à inventer. Bon, ok, là peut-être que vous vous dites qu'on ne réinvente pas la roue, là ça paraît assez évident, mais c'est très important à comprendre parce que c'est ça qui permet de résoudre le problème ensuite. Car tout ça, ça se passe dans la phase de pré-entraînement. Vous savez, aujourd'hui, les IA sont entraînées en plusieurs phases. Il y a d'abord une phase de pré-entraînement, puis une phase de post-entraînement. Aujourd'hui, c'est lors de cette phase-là, le post-entraînement, qu'on va affiner les modèles, qu'on va le polir, qu'on va tenter de piéger les hallucinations et de les corriger au maximum. Toute l'industrie, aujourd'hui, concentre ses efforts à ce niveau-là, lors du post-entraînement, comme si on repassait un diamant brut pour gommer les aspérités, voyez-vous. Alors là, la question qui vient, c'est est-ce que l'on ne fait pas les choses mal? Est-ce qu'on ne devrait pas régler plutôt le pré-entraînement plutôt que le post-entraînement? Eh bien, c'est une partie de la réponse. Regardez, on va être encore plus précis. À votre avis, pourquoi est-ce que ces modèles ne se contentent-ils pas de dire « je ne sais pas » quand ils ne savent pas? Ce serait la réponse la plus logique, n'est-ce pas? Plutôt que d'halluciner. Eh bien, dire « je ne sais pas », sachez que ce n'est pas un comportement naturel. Là, pour l'instant, ça peut peut-être vous paraître contre-intuitif, mais vous allez voir, c'est parfaitement logique. C'est pas un comportement naturel de dire « je ne sais pas ». D'ailleurs, c'est ce qu'il nous explique dans le papier juste ici. Et il nous donne pour ça un exemple très facile à comprendre, celui d'un QCM.
Donc avant de parler des IA, prenons un humain, voilà, donc vous êtes face à une question, face à un QCM, aucune idée de la réponse, mais vous avez 4 options. Alors bien sûr, statistiquement, en devinant, eh bien vous avez 25% de chance d'avoir juste, même si vous ne savez pas la réponse. Tandis que si vous écrivez je ne sais pas, eh bien c'est zéro garantie. Vous voyez, la tentation de tenter sa chance est trop forte. Et maintenant, eh bien, sachez que l'IA fait exactement la même chose. Elle préfère risquer un coup de poker plutôt que d'avouer son ignorance. Honnêtement, elle nous ressemble pas mal dans cet aspect-là. Donc oui, c'est précisément là, dans cette logique de devinette permanente, que se niche le cœur du problème des hallucinations. Franchement, cette analogie qu'ont utilisé les chercheurs du QCM, elle est super, je trouve, pour bien comprendre et mettre en perspective ce qu'il se passe vraiment. Et donc voilà, ce qu'il nous explique, c'est que lors du post-entraînement, eh bien, les modèles d'IA sont évalués de manière similaire à un QCM. Dans tous les scénarios, lorsque l'IA va essayer de deviner, plutôt de dire que je ne sais pas, eh bien, va maximiser son score, puisque le score de l'entraînement aujourd'hui, c'est un score binaire entre 0 et 1. Et que bien sûr, quand l'IA a juste, on lui donne 1 point, et quand elle a incorrect, on laisse 0. Donc ici, forcément, pour les IA, eh bien, la logique les pousse à deviner plutôt qu'à dire je ne sais pas, puisqu'ils vont ainsi maximiser le score lors de l'entraînement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire c'est la manière de répondre, donc la manière de bluffer, ils ont appelé ça les bluffs. Toujours pour faire le parallèle avec nous les humains, eh bien quand un étudiant va inventer une réponse, il ne va pas dire quelque chose de vague comme « je crois que c'était en automne », non, il va donner une réponse précise, ouais, c'était le 30 septembre, alors même si c'est pas vrai, il va tenter sa chance. Tout ça, c'est parce que le système de notation des IA valorise la précision apparente, et ça peut rapporter des points à l'IA lors de son entraînement. Vous l'avez compris, je pense maintenant, c'est ça le cœur du problème. Ce système d'entraînement ne récompense jamais l'incertitude. Et donc forcément, les modèles d'IA eh bien, sont conditionnés à toujours tenter un coup précis et confiant, même s'ils n'en savent rien. C'est la racine du problème, encore une fois, des hallucinations. Et on arrive à la partie la plus passionnante et essentielle du papier, celle qui nous apprend le plus sur les IA et sur nous-mêmes en fait, puisque c'est là où on voit que l'IA, c'est tout simplement un miroir de nous-mêmes. Donc regardez ce qu'ils disent. Alors, sous-entendu, contrairement aux IA, eh bien, les humains, en dehors de l'école, apprennent que bluffer avec assurance est très mal perçu. Autrement dit, nous apprenons dès le plus jeune âge que mentir est très mal vu dans la société. Alors, ça peut vous paraître une banalité, bien sûr. Dans la vie réelle, quand vous dites n'importe quoi avec aplomb, forcément, ça vous retombe toujours dessus. Tandis que si vous dites je ne sais pas ou que vous nuancez, eh bien, vous gagnez en crédibilité, tout simplement. Le papier utilise même l'expression ici The School of Hard Knocks, donc l'école de la vraie vie. C'est ça qui nous apprend à valoriser l'honnêteté et l'incertitude. Mais c'est ça qui est également passionnant. Les modèles d'IA, eux, eh bien, n'ont jamais reçu ce feedback. Vous savez, personne ne les félicite pour avoir dit « je ne sais pas ». C'est quelque chose qui nous paraît intuitif, que l'on apprend dès le plus jeune âge et qui est ancré profondément en nous, mais c'est un comportement que nous n'avons jamais inculqué à l'IA. Et c'est certainement la chose la plus fascinante qui ressort de ce papier scientifique-là. Là, on part bien loin du cadre de cette étude, mais combien de choses nous paraissent acquises ou intuitives, comme par exemple, je ne sais pas, le fait de respirer, on le fait naturellement, on n'y pense pas, on n'y est pas conscient à chaque fois que l'on respire. On le fait intuitivement. Pourtant, si on devait entraîner une IA à respirer, eh bien, il faudrait lui apprendre tout le processus, car pour elle, ce n'est pas intuitif. Bref, c'est là que se trouve le point clé, et c'est magnifique comme conclusion, si vous voulez mon avis. Le problème n'est pas seulement dans les données ou l'architecture des modèles, il est vraiment dans la façon dont on les entraîne et surtout dont on les évalue. Tant qu'on ne changera pas cette logique d'évaluation binaire, tant qu'on ne créera pas un mécanisme qui dise « bravo, tu as admis ton incertitude », eh bien on ne pourra pas éradiquer les hallucinations. Donc la grande question maintenant c'est est-ce qu'on peut réellement enseigner ça aux modèles ? Est-ce qu'on peut vraiment leur apprendre cette sagesse-là, je le mets entre guillemets, ou la sagesse du je ne sais pas ? Alors regardez, ici c'est une balle perdue que lancent les chercheurs. Ils commencent ce paragraphe en donnant la citation « Les hallucinations sont inévitables pour les modèles de base ». Beaucoup de chercheurs ont avancé cet argument et ils citent même des chercheurs. Donc là c'est la balle perdue, voyez-vous. Sauf qu'ils disent « Non, un modèle qui n'hallucine pas peut être facilement créé ». Alors avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous comprenez ce qu'ils veulent dire, n'est-ce pas ?
Alors connaissant la cause profonde des hallucinations, ce qu'ils nous proposent eux ici, c'est d'introduire lors de l'entraînement ce qu'on appelle un seuil de confiance. Autrement dit, si le modèle est confiant à plus de 75% de sa réponse, eh bien il donne sa réponse. En dessous de ce seuil-là, il dit simplement « je ne sais pas ». Donc oui, ce mécanisme-là peut paraître évident, et pourtant il n'est quasi jamais utilisé dans l'entraînement et le post-entraînement des grands modèles de langage. Donc ici, il nous détaille les équations concernant ce seuil de confiance-là, pas besoin de s'y attarder. Et une fois le seuil de confiance établi, il nous montre en fait ici dans ce tableau-là, ça c'est différents benchmarks, différents examens qu'on fait passer aux IA pour les noter, pour savoir si elles sont bonnes ou pas. Et ce qu'il nous montre ici, c'est que tous les benchmarks aujourd'hui, donc ce sont les plus connus, ceux dont on parle assez souvent sur la chaîne d'ailleurs également, et bien tous, sauf un, reposent sur des notations binaires, c'est-à-dire bonne réponse égale 1, mauvaise réponse égale 0, l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour avoir un modèle qui dit « je ne sais pas ». Donc vous voyez, nos examens, nos benchmarks, déjà à la base, il y a tout à revoir. Du moins pour passer au niveau suivant de l'IA. Car aujourd'hui, vous le savez, les IA hallucinent certes, mais elles sont très bonnes, on peut faire énormément de choses avec l'IA aujourd'hui. Mais pour passer au stade suivant de l'évolution de l'IA en quelque sorte, c'est la suite en fait je pense. C'est de sortir du système de notation binaire et d'appliquer ce qu'ils ont dit ici, le seuil de confiance. Ou alors une toute autre technique, mais en prenant en compte le fait que la notation binaire, c'est plus possible. Donc oui, on arrive à la conclusion, vous l'avez compris, j'espère avoir été le plus clair possible. La vraie révolution serait d'inventer la logique suivante, de récompenser l'incertitude quand elle est légitime, de valoriser le « je ne sais pas » comme un signe d'honnêteté par exemple, et non comme un échec qui est le cas aujourd'hui. En fait, d'inculquer ces valeurs-là aux IA, un peu comme c'est inné chez nous, tout simplement. Et à ce moment-là, les modèles d'IA n'auraient plus aucune raison de bluffer systématiquement et on verrait les hallucinations chuter drastiquement et donc forcément l'intelligence des IA croître encore plus. Dans la conclusion de ce papier-là, ils ont appelé ça la calibration comportementale. Et honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que c'est ça la prochaine étape de l'évolution des IA, ou en tout cas des améliorations des IA. L'idée, ce n'est pas juste de vérifier les probabilités dans l'absolu, mais de s'assurer que le modèle se comporte de manière honnête par rapport à son propre niveau de confiance. Alors il y aurait là toute une ouverture, une nouvelle discussion qui s'ouvrirait. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Là, je voulais vraiment vous décortiquer, vous analyser ce papier-là qui va faire date, si vous voulez mon avis. Je pense que si vous avez compris donc la plus grande partie du papier, ça va vraiment devenir la base de travail pour toute la suite, ce qui va se faire dans le domaine de l'IA. Et j'attends de voir cette application-là très concrète. Alors je dis que j'attends, mais ce mouvement-là, il a déjà commencé en fait. Avec ChatGPT 5 par exemple, il a été déjà vu en train de répondre « je ne sais pas ». Donc sachant que ces chercheurs-là, ceux qui ont découvert ça, viennent de OpenAI. Donc c'est logique que ce soit ChatGPT 5 qui ait implémenté d'abord cette technique. Mais il me semble bien que la seule vraie solution, ce n'est pas un patch cosmétique comme on faisait aujourd'hui. C'est vraiment de changer la manière d'évaluer les modèles et la façon dont on fait le RLHF. Alors j'en ai pas parlé, je vais pas rentrer en détail là-dedans, ça va, sinon ça deviendrait un petit peu technique. Mais en gros, c'est la méthode d'entraînement des IA tout simplement en appliquant ce que je viens de vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il vous faut rester à jour dans le domaine de l'IA. C'est pour ce genre de choses, pour connaître les limites de l'IA actuelle et de les utiliser au mieux et surtout de voir ce qui arrive. Car oui, l'IA va encore s'améliorer. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez clairement une longueur d'avance puisque ça c'est un papier scientifique qui vient de sortir. Maintenant les chercheurs vont le prendre, vont commencer à appliquer cela dans l'entraînement des IA. Vous le verrez venir et vous serez prêt. Ce qui est essentiel pour mieux préparer le futur, bien sûr. Vous l'aurez compris, les IA ne vont faire que s'améliorer à partir de maintenant. Mais d'ici là, est-ce que vous savez que vous pouvez sécuriser votre futur ? Tout simplement, sachez que vous pouvez transformer vos compétences en une vraie connaissance de l'IA dès aujourd'hui dans la communauté privée Vision IA. Depuis quelques mois déjà, j'ai créé un programme d'apprentissage où je vous apprends tous les aspects de l'IA, car c'est assez vaste. Autrement dit, je vous rends un vrai expert dans le domaine de l'IA, même si vous n'y connaissez rien actuellement, on part de la base et on voit tout ce qui concerne l'IA. Vous l'aurez compris, nous allons bien au-delà de ce que je peux couvrir dans une vidéo de 20 à 30 minutes. Ce sont vraiment des leçons précises, des programmes de formation détaillés et des systèmes étape par étape pour vous aider à bâtir une carrière dans l'économie de l'IA qui arrive. Je le dis souvent, la révolution de l'IA a créé la plus grande transformation du marché de l'emploi de l'histoire de l'humanité. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, car c'est déjà en train d'arriver. La vraie question, c'est est-ce que vous serez en position d'en bénéficier ?
Je vous l'ai dit, à l'intérieur de ce programme, je ne me contente pas de vous enseigner des théories. J'y partage exactement les systèmes qui tournent en ce moment même et qui produisent des résultats massifs pour des gens qui souhaitent évoluer dans l'IA ou avec l'IA, simplifier très grandement votre vie. Et surtout, pour une fraction du prix que coûterait normalement ce niveau de coaching, ce niveau de formation, je vous donne accès à tout. Alors rejoignez-nous et découvrez-en plus sur l'IA. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo ou en commentaire épinglé. Vous utilisez ce que vous préférez. En tout cas, merci pour votre confiance massive. On est déjà plus de 4200 et cela ne fait que croître en quelques mois. Donc voilà, c'est pour ça que je mets toujours à jour cette formation. Vous êtes très nombreux. Je suis toujours heureux de vous accueillir. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce type de contenu. Et je le répète, la révolution de l'IA est en train de se produire maintenant. Vous devez être prêts. Merci encore. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.